Dans cette édition, nous nous intéresserons à la construction du troisième pont, le pont Henri Konan Bédié. Si l'ouvrage crée d'énormes désagréments aux usagers, les commerçants ambulants, eux, en profitent pour faire de bonnes affaires. Des leaders des organisations de jeunesse formées à la citoyenneté, un camp de jeunesse est organisé par le PNUD à Grand Bassam. Et puis en Égypte, les frères musulmans rejettent le nouveau calendrier électoral proposé par les nouvelles autorités. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les travaux de construction du troisième pont, le pont Henri Konan Bédié, sont en cours. Cependant, embouteillages et autres accidents causés par l'ouvrage sont très fréquents, surtout au niveau des échangeurs de la Riviera 2 et du boulevard Giscard d'Estaing. Des désagréments qui font cependant le bonheur de certains vendeurs ambulants. Franck Ouadio. Commune de Marcory, Carrefour Milmaki. Des files de voitures ralentissent le déplacement, en cause les travaux du troisième pont. Une situation qui déplaît fortement aux automobilistes et aux passagers. C'est très pénible parce que moi j'emprunte cette voie-là chaque jour en allant à l'école. Toutes les fois c'est comme ça. Ils ont dit 2 ans, peut-être que ça on peut rester dedans pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ça dépend des travaux. Si ça avance, tant mieux pour nous, mais au cas où ça n'avance pas, on peut rester dedans pendant beaucoup d'années encore. Depuis 3 mois, ces blocs de béton rétrécissent à la chaussée sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, ce qui semble de nature à créer du désordre. On ne sait même pas où il faut passer, que ce soit à Marcory, que ce soit en zone 4, c'est la même chose. Vraiment, il faut perdre un temps fou ici. Si pour certains, les profits de la réalisation de l'ouvrage se mesurent encore dans le temps, pour d'autres, ces travaux offrent bien davantage, mais encore, faut-il aimer le goût du risque. Occasion de faire du gain pour les vendeurs à la sauvette, mais aussi pour les commerçants installés sur le site. La galère est loin d'être terminée, quoique conscient de l'enjeu économique de l'ouvrage. En réalité, quand nous ont délogé ici, aujourd'hui on ne sait pas où aller. Sinon, on ne sommes pas contre le développement, hein. Nous sommes d'accord avec ça, tout à fait d'accord avec ça. Mais on demande à l'État un peu de songer à la jeunesse, quoi. Cette infrastructure longue de 1,6 km est un pont à péage moderne assorti d'un échangeur à 3 niveaux qui sera construit sur 27 mois et ouvert à l'exploitation au dernier trimestre de l'année 2014. D'ici quelques mois, ces complaintes et longues files d'embouteillage se dissiperont et laisseront place à coup sûr à la fierté d'abriter l'une des plus belles architectures de l'Afrique de l'Ouest. Mais pour l'heure, à chacun son lot de consolation. Le fonctionnement et les mécanismes de la Cour pénale internationale expliqués aux magistrats de 5 pays africains, en plus de la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Niger, participent à ce stage de formation, stage initié par la coopération allemande GTZ. Et on retrouve Franck Ouadio. La Cour pénale internationale, CPI, existe depuis le 17 juillet 1998. Cette juridiction internationale a été créée pour juger les crimes contre l'humanité quand les justices nationales sont défaillantes. Aussi, faut-il en maîtriser les mécanismes. La coopération allemande, le GIZ et le Centre régional de formation à la lutte contre la drogue veut outiller les magistrats africains sur la question. Un stage de formation donc à l'endroit de magistrats de 5 pays de la sous-région est initié. Thème choisi, magistrats africains face à la justice pénale internationale. À travers l'organisation de ce séminaire, nous donnons l'occasion aux magistrats africains d'échanger sur la thématique. On leur donne également la possibilité de rafraîchir leurs connaissances. Cette justice pénale internationale est complémentaire à nos juridictions nationales. Donc c'est de prendre à leur niveau leurs responsabilités de juge national et d'appliquer la justice nationale au lieu de laisser la justice pénale internationale faire le travail à leur place. Pour le général Djama Djama, conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ouverture d'esprit et collaboration avec les forces de sécurité sont des atouts à explorer. Les 16 magistrats venus de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Niger, de la Guinée et de la Sierra Leone attendent quant à eux beaucoup de ces 5 jours de formation. Il ne faut pas toujours donner ou amener la justice pénale internationale à jouer le rôle des magistrats des différents pays qui peuvent assumer leur rôle. Donc il revient donc de sensibiliser
les hommes politiques, en plus les magistrats. Des attentes, mais aussi des recommandations, car le sentiment d'une CPI dirigée contre l'Afrique est fort. Les magistrats devront alors être en première ligne de la sensibilisation. La Côte d'Ivoire est en quête d'une jeunesse citoyenne pour donc permettre aux leaders des organisations de jeunesse d'être imprégnés du sujet. Un camp de formation est initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et le PNUD. Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire, un pays émergent à l'horizon 2020. Une ambition qui nécessite l'implication de tous pour sa réalisation. La jeunesse, qui représente les 3/4 de la population, est la force motrice de ce développement. Pour un renforcement de ses compétences afin de réussir sa mission, tenue d'un atelier de formation. Objectif, transformer les leaders des organisations de jeunesse en véritables agents de développement. Une initiative du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, quant à lui, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, fera comme toujours ce qui est en son pouvoir pour que les promesses de ce camp de formation deviennent des réalités tangibles. Les leaders de jeunes ont eu 5 jours pour approfondir leur sens de la responsabilité et la prise d'initiative à travers des actions citoyennes. Nous, leaders de jeunesse, représentant 80 organisations de jeunesse du district d'Abidjan et de la commune de Grand Bassam, avons pris conscience de l'importance de notre engagement dans le processus de développement pouvant favoriser l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Jeunes leaders d'organisations communales, représentants de services socio-culturels des mairies et fêtières d'organisations de jeunesse, ensemble à ce camp de formation. Un moment pour réfléchir en synergie et ainsi jeter les bases du départ nouveau pour une nouvelle jeunesse ambitieuse, dynamique et respectueuse des valeurs citoyennes. Toujours avec Hamza Diaby, passation de flambeau au Lions Club Abidjan Pyramide, ce club service qui fait de son cheval de bataille la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, a organisé récemment une cérémonie de passation des charges doublée de collecte de fonds. La cloche et le maillet qui passent d'une main à une autre, tout un symbole. Je voudrais souhaiter au club Abidjan Pyramide un plein succès après cette passation de charges et surtout adresser toutes mes félicitations pour cet accroissement d'effectifs. Le lion Simon Abel Bio succède ainsi au poste président, le lion Angeline Brou, à la tête du Lions Club Abidjan Pyramide. En général, on dit « sois le changement que tu veux dans le monde ». On a autour de nous des gens qui souffrent, des communautés défavorisées, des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, des décès infantiles, des femmes qui meurent à l'accouchement. C'est tous ces challenges que nous avons l'intention de relever. Cette cérémonie, une occasion également pour l'association d'introniser Sisavané Afoussiata et Rita Katou, 2 nouveaux membres. Créé depuis juin 2009, le Lions Club Abidjan Pyramide a pour objectif d'aider les personnes dans le besoin. C'est un démembrement du Lions Club International, l'association bénévole et caritative la plus répandue au monde, avec 1,4 million de membres. La Côte d'Ivoire, bientôt le carrefour de l'Olympisme. Abidjan va abriter les 12 et 13 juillet prochains les 15e assises de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Le général Palinfo pourrait être reconduit à la tête de la structure. On en parle avec Sébastien Ougnet. Ces assises seront l'occasion pour les présidents des 53 comités nationaux olympiques de renouveler leur confiance au général Lassana Palinfo. Candidat unique à sa propre succession à la présidence de l'ACNOA, c'est une façon pour ses pairs de lui témoigner leur reconnaissance pour le travail abattu lors de ses 2 précédents mandats. En faisant venir le président du CENI, en faisant venir les présidents continentaux, en faisant venir les fédérations internationales, c'est pour leur dire voici ce qui existe à travers le monde. Donc l'accueil d'abord pour cela et faire connaître qu'est-ce que c'est que le comité olympique international.
Et sachant le rôle du Comité olympique international, vous savez donc, c'est le summum, disons, du sport, et pour pouvoir les accueillir. Et demander que de plus en plus, que nous fassions que la Côte d'Ivoire participe à toutes les disciplines. Il est certes vrai que les moyens que nous mettons à disposition ne sont pas très importants, mais nous essayons dans la mesure du possible de le faire avec notre ministère de tutelle. Face à la presse sportive, le général Lassana Palanfo, président du Comité national olympique et président des comités nationaux olympiques d'Afrique, a donc mis l'accent sur l'importance de ce rendez-vous de l'olympisme à Abidjan du 12 au 13 juillet 2013. Hors de chez nous, en Égypte, les frères musulmans rejettent le nouveau calendrier électoral proposé par les nouvelles autorités. Les tensions restent vives dans le pays. Les manifestants pro-Morsi appellent à un soulèvement populaire. Regardez. Dès mardi matin, ils étaient de nouveau dans la rue, malgré des tentatives du pouvoir pour calmer le jeu. Les frères musulmans ont appelé au soulèvement après la mort d'une cinquantaine des leurs tués par des militaires lundi. Mohamed Morsi est le président pour lequel j'ai voté. Et je trahirais mon vote si je n'étais pas prêt à devenir un martyr comme les gens tués hier. Le président par intérim a annoncé lundi soir des élections législatives d'ici début 2014, une nouvelle constitution soumise à un référendum et une élection présidentielle dans la foulée. Mais ces promesses n'y ont rien fait. Nous ne reconnaissons pas ce coup d'État militaire et tout ce qui en découle. Il est inutile de parler de ces décisions parce qu'elles ont été prises par des gens sans aucune autorité. Des gens qui viennent pourtant de nommer un Premier ministre, Azem Al-Beblaoui. Mohamed El-Baradei, un instant pressenti, prend le poste de vice-président chargé des relations internationales. Des nominations qui rassureront peut-être une communauté internationale inquiète des risques de guerre civile. Nous appelons les militaires à faire preuve du maximum de retenue et nous demandons aux manifestants d'agir pacifiquement. Nous condamnons également les appels à la violence des frères musulmans. Sur un plan régional, il est également important que les différentes parties suivent un chemin différent. Parce que l'Égypte, grand État arabe avec un rôle de leader dans la Ligue arabe, manque aujourd'hui sur la scène diplomatique. L'Égypte se replie sur elle-même. Les funérailles des victimes de lundi ont débuté. Depuis l'éviction de Mohamed Morsi, il y a une semaine, les violences ont fait une centaine de morts. Edward Snowden demande toujours l'asile au Venezuela. L'ex-consultant du renseignement américain est à son 16e jour dans la zone de transit d'un aéroport moscovite. Le président vénézuélien confirme que son pays a reçu une demande d'asile de la part d'Edward Snowden. L'ex-consultant du renseignement américain, recherché par Washington et bloqué à Moscou, devra décider quand il prend l'avion, a ajouté lundi Nicolás Maduro. Dimanche, le président cubain avait soutenu le droit de la Bolivie, du Venezuela ou du Nicaragua à offrir l'asile politique. Un soutien indispensable, puisqu'en l'absence de vol commercial direct depuis Moscou vers ces pays, une escale à La Havane s'impose. Et puis en Syrie, remaniement au sein du parti de Bachar el-Assad, de nouvelles personnalités sont annoncées au sein des instances dirigeantes du parti Baas. Pendant ce temps, les combats se poursuivent à Homs. 11e jour de bombardement de la ville de Homs sans discontinuer. Le régime syrien est plus que jamais déterminé à reconquérir la capitale de la révolution, comme l'appellent les rebelles, même s'il ne récupère que des décombres. Les combattants insurgés reconnaissent que les forces de Bachar el-Assad gagnent du terrain dans le vieux centre et le quartier de Khalidiyeh grâce à la tactique de la terre brûlée. L'armée détruit systématiquement les immeubles à l'artillerie pour forcer les rebelles à se retirer de quartiers assiégés depuis plus d'1 an. Alors que les blessés y meurent faute de soins, le président Assad, toujours convaincu d'une issue militaire à la crise, a procédé à un remaniement complet de la direction du parti Baas. Il en a surtout profité pour écarter Farouk Shara, seul dirigeant baassiste à avoir préconisé une solution politique et pressenti un moment comme représentant possible du régime à l'hypothétique conférence de Genève II. De son côté, la coalition nationale de l'opposition continue de se débattre avec les luttes d'influence entre États du Golfe pour la chapeauter. Ahmed Jabra, proche de l'Arabie Saoudite, a été élu il y a 3 jours président de la coalition. Il a aussitôt lancé un appel à sauver en urgence la ville de Homs.
d'une attaque sauvage dans laquelle le régime fait usage de tout ce dont il dispose pour tuer, y compris les armes chimiques. Nous proposons une trêve et un cessez-le-feu pour le mois de Ramadan. 2 jours plus tard, c'est le Premier ministre intérimaire de la coalition, Hassan Hito, qui démissionne. Lui était plutôt proche du Qatar. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et puis bon début de Ramadan à toute la communauté musulmane.